Merci beaucoup, bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'avoir convié à cette soirée et puis félicitations pour ce que vous organisez régulièrement dans cette maison commune, comme l'a dit Christophe Girard. Alors effectivement, vous l'avez dit, moi je suis contrôleur général des lieux de privation de liberté depuis maintenant 2 ans et j'ai choisi d'inscrire parmi les priorités de mon mandat qui dure 6 ans, d'inscrire la psychiatrie dans ce mandat. Pourquoi ? D'abord parce que nous sommes compétents pour les lieux de privation de liberté. Et j'ai considéré que dans le débat public, par exemple, autant on parlait beaucoup, et c'est tout à fait fondé d'ailleurs, des prisons, de l'enfermement en milieu carcéral, autant on parlait finalement assez peu, voire même très peu, des questions de psychiatrie en général et en particulier des questions de soins sans consentement, puisque nous sommes compétents que lorsqu'il s'agit d'un soin sans consentement, puisque c'est privation de liberté. Et je trouvais que cette privation de liberté était extrêmement importante et ne faisait finalement, ou faisait très peu, l'objet de débats, comme vous l'avez organisé ce soir, d'émissions, de documentaires, et qu'il était temps d'inscrire ça davantage dans le débat public. Pourquoi ? Parce que c'est une véritable privation de liberté que d'être hospitalisé sans son consentement. Alors, vous m'avez demandé de faire 5-6 minutes, je vais le faire, puis on reviendra ensuite dans le débat. Mais la privation de liberté, c'est-à-dire le fait d'être hospitalisé sans son consentement, ça obéit maintenant dans notre pays quand même à des lois qui, à mon sens, mais tous les médecins ne sont pas forcément d'accord, mais à mon sens, ont été une avancée dans la mesure où toute hospitalisation sous contrainte doit être vérifiée dans un délai assez bref, 12 jours maintenant, par un juge, le juge de la liberté et de la détention, puis tous les 6 mois systématiquement. Donc il y a eu un plus par les lois de 2011 et de 2013. Mais ce qui m'apparaissait vraiment extrêmement grave, c'est que dans une démocratie, une autre privation de liberté au sein de la privation de liberté qu'est l'hospitalisation sans consentement existait. Je parle de la mise à l'isolement et ou de la mise sous contention, et que celle-là existait jusqu'au mois de janvier dernier sans aucun contrôle finalement, ni a priori ni a posteriori. Alors ça fait partie des revendications que le contrôle général des lieux de privation de liberté faisait depuis sa création, c'est-à-dire depuis 2008, que j'ai évidemment reprise à mon compte et que j'ai voulu vraiment mettre sous le feu, si je puis dire, de l'actualité, car j'ai considéré que ça n'était pas possible que des mesures aussi gravement attentatoires à la liberté et à la dignité du patient puissent être prises sans contrôle. C'est la raison pour laquelle, au mois d'avril 2016, il se trouve que j'ai eu l'occasion, par la constatation dans un établissement de choses totalement indignes. Donc j'ai eu l'occasion de m'adresser au gouvernement par une recommandation en urgence. Je pourrais y revenir tout à l'heure si vous le souhaitez. Mais surtout, j'ai souhaité qu'on fasse un rapport thématique spécifique qui s'appelle Contrainte et isolement, qui a fait part des constats que nous faisions depuis très longtemps, des préconisations que nous faisions depuis très longtemps, c'est-à-dire que ça doit être par un médecin, pour une durée très, très limitée, dans des conditions dignes, que ça doit être traçable par un registre. Enfin, on a fait toute une série de recommandations. Et en fait, ces recommandations ont correspondu tout à fait avec les travaux préparatoires de la loi de 2016. Ce n'était pas un hasard d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup travaillé évidemment avec des associations, avec des collectifs de médecins, avec des syndicats de médecins et puis avec des psychiatres individuellement. Et qu'on a abouti, à mon avis, à une loi du 26 janvier 2016 qui permet une grosse avancée, même s'il y aurait des choses à rajouter. Mais je crois qu'on est entré dans une autre période, puisque dorénavant, il y a un cadre légal extrêmement précis qui encadre justement ces mesures d'isolement et de contrainte, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent en France. Merci.
cette introduction. Alors on a vu dans la loi de modernisation de notre système de santé effectivement cet apport auquel vous faites allusion, la notion aussi qu'on a entendu souvent de proportionnalité, de réversibilité, de transparence, on va en parler. Alors Bernard Mel, vous accompagnez depuis des années l'espace éthique, vous êtes notre grand témoin très souvent. Alors j'aimerais vous donner la parole tout d'abord avec votre expertise, on a un peu parlé ensemble déjà de ce sujet. Bon, je conclurai en disant que je ne suis pas un expert. Mon vécu fait que je peux entendre ce qu'ont vécu d'autres gens et je peux être au maximum un messager, un transmetteur. Les gens vous entendent. Allez-y, me jetez un micro. Oui. Et ce que je voulais d'abord vous dire, c'est qu'on peut avoir vécu des événements violents, ajoutés les uns aux autres, et en rester stupide, la bouche ouverte. On peut ne pas savoir expliquer l'enchaînement des faits. On peut ne se souvenir, et en désordre, que de flashs concernant les moments les plus violents, non leur enchaînement. Percuté par une voiture, puis le dos cassé dans le rebord du caniveau, l'interne me fait redéposer devant chez moi, en ambulance. Consultation à l'hôpital. Des vigiles pour me refuser les radios. Je suis devenu le fou de service. Mais Cochin voit un bout de la clavicule cassé et arraché de l'omoplate. Retour de Garches. Les vendeurs de drogue encore dans mon appartement. La police fait partir celui présent et je mets un verrou. Puis ils ont défoncé la porte et ils brutalisent le travail du chirurgien. La police dit « Eux restent, je dois partir ». Je me traîne jusqu'à l'Hôtel-Dieu qui me renvoie à Garches. Opération plus perfusion et drainage, 15 jours, puis 5 semaines en observation au fond de l'Essonne. Retour, les vendeurs de drogue sont là. Je vais d'hébergement en hébergement. L'OPJ me convoque à l'UMD Henri Collin, Paul Guiraud Villejuif. Le directeur, expert psychiatre, n'atteste rien. Et l'OPJ disait aussi l'appartement vide, après interpellation pour d'autres violences. Mais ça ne résout rien. Un voisin de lit, à l'hébergement, me reproche d'avoir fait partir de chez moi ses fournisseurs et amis. Je demande un autre hébergement. Mais l'agent d'accueil me vire dans la nuit. Je vais à l'accueil de l'hôpital à côté. Un médecin veut me parler. Dit que je n'ai jamais eu d'accident, qu'il n'a pas appelé le téléphone perso de mon psy du CMP. Je suis là parce que ce psy est nul. Je fais de la victimisation. Il a le devoir de me traiter psychiatriquement. Si je ne signe pas, ce sera sous contrainte. 4 gros bras, une seringue à travers le pantalon, puis table de contention en salle d'isolement. Serrer les sangles. J'ai les hanches à plat, mais pas le dos, ou réciproquement. J'essaie de bâtir une phrase, sujet, verbe. Pour le complément, je n'y arrive pas. L'interne du matin décide de m'envoyer à l'autre bout du département. Je demande à retourner avec mon psy. Transfert dans mon secteur, après 2e injection, puis enfermé. Ce que je vois est du même ordre. Les soignants sont en monde clos. Aucun, même sympa, ne fera la guerre à ses collègues pour vous. Et la punition, c'est en plus
de vous laisser subir les violences de certains hospitalisés. Les relations sexuelles non consenties y sont monnaie courante. Jean-Marie Delarue l'a écrit dans le journal officiel. La contrainte, c'est aussi l'intérimaire du centre d'hébergement, ayant joué les gros bras dans un hôpital. Il dit que le type qui fouillait les poches et s'est couché sur un lit vide a le droit d'être là. Quand il montre sa science en vous maîtrisant, on obtient de justesse le droit de partir à 2h30 du matin. Et à 6h, une vingtaine de portefeuilles ont disparu. On est le fou de service. Cela me permet d'entendre des gens qui ont vécu des choses semblables. Mais ça ne fait pas de moi un expert, au mieux un passeur. Je suis la parole, je porte la parole de celui dont on ne regarde pas ce qu'il montre. On ne peut pas mettre un surveillant derrière chacun, mais essayons de comprendre ce qui se passe afin de limiter la répétition des atteintes aux droits proclamés pour tous et afin de n'abandonner personne sans défense. Merci Bernard de ce témoignage fort. C'est un vrai philosophe qu'on a la chance de pouvoir rencontrer régulièrement à l'Espace Éthique. Alors Catherine, comment le médecin, le psychiatre féru d'éthique que vous êtes réagit par rapport à ce propos ? Non, je ne vais pas le contentionner. Bonsoir à tous et merci encore pour cette invitation. Donc, je précise, je suis le docteur Boiteux, je suis médecin psychiatre. Je travaille au centre hospitalier Sainte-Anne à Paris, dont j'anime depuis quelques années déjà la plateforme éthique. Mais par ailleurs, et sur le sujet qui nous réunit ce soir, au-delà de la plateforme éthique, nous avons des groupes de travail et d'échanges avec de nombreux professionnels qui dépassent le cadre du centre hospitalier Sainte-Anne, puisque nous sommes maintenant en groupement hospitalier de territoire. Donc j'ai le plaisir du coup de pouvoir être le porte-parole un petit peu de pratiques diverses et variées, mais de l'ensemble des services de psychiatrie adulte de secteur parisien. Par rapport à ce que vous évoquez de ces violences, je voulais en préambule rappeler que je parle de ma place de psychiatre et que la psychiatrie est une discipline médicale. Elle s'adresse à des gens qui souffrent d'une maladie et je pense qu'il faut qu'on ait à l'esprit, quand on aborde le thème de ce soir, l'idée de la souffrance des patients qui s'adressent à nous, dont nous avons la charge, je le dis comme ça de ma place, et que c'est dans ce cadre de souffrance que vont s'exprimer un certain nombre de symptômes qui vont présider à certaines décisions. Par rapport à ce que vous disiez de la violence, ça renvoie aussi à ce que vous-même, mais aussi la FNAPSI et les psychiatres, on dénonce quand même aussi de la stigmatisation de la maladie mentale et de l'idée de violence qui est très liée aux troubles psychiatriques. On le voit malheureusement dans les médias sous des faits divers. On le voit aussi à travers la banalisation, par exemple, du terme schizophrénie qui est utilisé à toutes les sauces, et notamment à la sauce qui renvoie à quelque chose de la violence. Donc il faut imaginer que les hôpitaux psychiatriques ne sont pas coupés du monde. Ils travaillent dans un monde qui accroche à la maladie psychiatrique l'idée de la violence et pas de la souffrance avec un symptôme qui peut être l'agitation, qui peut être l'angoisse. Et quand on a mal, d'ailleurs, sans être... on peut avoir mal dans son corps et être agité, on le voit aux urgences de l'hôpital général. En psychiatrie, quand on souffre, quand on est angoissé, on peut s'agiter, par exemple, puisque le thème de ce soir est la contention. On peut aussi être prostré et c'est tout aussi douloureux. Donc, vraiment, je voulais un peu faire ce panorama de la psychiatrie qui est donc là pour s'occuper de personnes qui souffrent, de cette idée de violence. Et par rapport à la contention, vous confier un petit peu le cheminement que j'ai pu avoir, notamment en écoutant mes collègues et les différents professionnels. Cette contention qui nous rassemble ce soir, c'est quand même quelque chose qui est une décision, un petit peu comme le chirurgien qui renvoie son patient en réanimation après un acte opératoire. Il s'est passé quelque chose, il y a un événement qui fait qu'il y a une crise, il y a un événement aigu dans la prise en charge du patient.
on l'envoie en réanimation. Le but en réanimation, c'est de le garder le moins longtemps possible, parce qu'en réanimation, on est aussi très contraint d'ailleurs. Il n'y a pas d'heure, on ne sait pas ce qui arrive, on a des tubes dans la bouche, on ne peut pas parler. La contention, ça peut être vraiment cette équivalence-là. Et pourquoi je fais cette équivalence ? Parce que quand on passe en réanimation, on reçoit des soins intensifs. Ce n'est pas la réanimation qui fait le soin, c'est tous les soins qu'on va déclencher. Et dans la contention, quand on imagine la prescrire, je crois que ce n'est pas la contention le soin. C'est ce moment pour traiter l'aigu, la difficulté, qui doit obligatoirement déclencher du soin intensif. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra réduire la contention en elle-même quand on n'a pas pu faire autrement. Et puis reprendre. Je sais bien, mais je vous livre la réflexion et la réflexion des professionnels. Et pourquoi je l'aborde sur ce mode-là ? C'est parce qu'en médecine, on fait des revues de morbimortalité. Et il faut qu'on puisse sortir justement du fait que ça ne se passe pas comme ça, ou peut-être pas partout comme ça. Quand on reprend, les chirurgiens font des revues de morbimortalité quand un patient repasse en réanimation, par exemple. Pourquoi est-ce qu'en psychiatrie, on ne ferait pas cette analyse de pratique-là sur un dossier, qu'on voit à chaque fois pourquoi est-ce qu'on a dû arriver à la contention ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qui a permis de s'en sortir le plus vite possible, de façon à prévenir la récidive de ce type de symptômes chez le patient, avec le patient, et pour pouvoir prévenir aussi d'autres choses. Bien évidemment, je pense qu'il faut aider les professionnels à se saisir de ces méthodes-là, qui sont des méthodes médicales, et moi je vous parle de ma place de médecin, pour pouvoir aborder de façon un peu différente cette question. Et du coup, votre interruption, je perds le fil. De toutes les façons. Ce qui est assez intéressant, pour l'instant, on installe en quelque sorte les éléments du débat. Alors, on a eu l'intervention un peu liminaire qui vous a présenté un peu l'actualité telle que vous avez souhaité l'affirmer à travers votre rapport. On a eu ensuite cette immersion dans une réalité où la contention, c'est pas uniquement l'image qu'on se fait de la contention, c'est toutes ces formes de mépris, ces formes de dépendance progressive dans laquelle se trouve une personne parce qu'atteinte d'une maladie où son consentement n'est plus considéré comme véritablement recevable. Ensuite, on a votre approche technique. Non, on va aller juste par là, mais le micro va circuler et chacun pourra s'exprimer. Ensuite, on va ouvrir le débat. Alors, je vous ai vu réagir et je trouve, vous deux d'ailleurs, vous pourrez réagir, mais d'abord vous avez déjà dans vos positions associatives, enfin les positions que vous défendez, une réticence profonde par rapport à cette démarche. Oui, alors d'abord, merci de m'avoir invitée. Et puis j'étais toute tranquille. Et puis c'est vrai que, bon, de toute façon, quand on parle de la contention, on ne peut pas être tranquille, hein, c'est sûr. Qu'est-ce que je peux vous dire ? 20 ans, ça fait 20 ans que je suis militante. Je n'ai jamais encore entendu un patient me dire qu'il avait bien vécu la contention. J'ai rencontré des psychiatres qui m'ont dit, dont un, mais je n'arrive pas à me rappeler son nom, il est décédé maintenant, mais il était très bien. Non, c'est pas vous. La seule contention que je fais, c'est de prendre dans mes bras. Quand quelqu'un est nerveux en psychiatrie, quand il est violent, bien que entendre parler de la violence en psychiatrie, ça aussi, ça me pose des questions. Parce que la maladie, c'est une violence. C'est une terrible violence. Et on ne peut pas s'exprimer quand on ressent cette douleur, parce qu'il y a la souffrance, il l'a très bien dit. On ne peut pas s'exprimer. Et alors, on a en face de nous des gens très bien qui disent « calmez-vous ». Déjà, moi, quand on me dit « calmez-vous » quand je suis pas bien pour m'exprimer, c'est exactement comme si on foutait de l'huile sur le feu. Bon. Donc, on s'énerve un peu plus. Et alors, on a tous ces gens en blanc, bien propres sur eux, bien calmes, bien, tout bien, qui veulent... Mais attendez, écoutez-moi d'abord. Écoutez-moi, laissez-moi m'exprimer de la manière dont je peux m'exprimer dans cette souffrance. Personne ne le fait. Ils n'ont pas le temps. Alors, je comprends bien, ils n'ont pas le temps, il y a ci, il y a ça. Je comprends tout ça. Mais alors, la réponse, c'est... Bon, on va l'attacher. C'est pas possible. Moi, je me souviens,
un élément terrible de ma vie de militante. C'était à l'hôpital de Nice, pour ne pas le nommer. Je suis arrivée dans un truc qui existe maintenant, c'est l'union de soins intensifs. Pour ça m'a rappelé l'union de soins intensifs, qui n'existe pas dans la loi. Mais voilà, j'arrive, et j'étais un peu plus grosse. Donc j'arrive, et évidemment, je passe. Heureusement que j'étais suivie par un médecin qui me connaissait. Je rentre dans la porte et je touche les bords. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai déclenché une alarme, la lumière et... Bon, déjà, 5 personnes en blanc me sautent dessus. Alors le médecin derrière, il dit non, c'est la mère Finkelstein, laissez-la tranquille, elle vient voir quelqu'un. Bon, je vais voir quelqu'un. Les gars étaient en pyjama et ils étaient systématiquement, ils passaient. Alors je vous demande d'avoir une chambre d'isolement. On me dit non, elles sont pleines. Donc il y avait 12 personnes, il y avait 6 chambres d'isolement, 6 chambres d'isolement pleines. Parce que quand ils arrivaient là, systématiquement, on ne leur demandait pas ce qu'ils avaient fait, ce qui s'était passé, pourquoi ils étaient là. Clac, on te les met là et on les attache. Bon, non mais attendez, c'est pas possible. C'est pas possible. Tout ce qui arrive. Alors, je sais bien, je ne dis rien au docteur Boiteux, que je connais par ailleurs, CHSA, mais moi, tout ce que j'ai rencontré, c'est pas ça. C'est pas ça. Et si, en plus, bon, alors, je reçois mon client, parce que j'avais un client qui m'avait appelé, on me dit, mettez-vous derrière, là, il y a une sonnette en dessous. Moi, il avait des yeux comme ça. Moi, je me dis, mais je m'assois à côté de lui. Enfin, je ne vais pas me mettre en face. Il n'allait pas me toucher. Il me dit, sonnez s'il va vous toucher. Enfin, quand vous écoutez quelqu'un, quel que soit son délire, quel que soit son moment de souffrance, si vous vous asseyez, que vous mettez à sa portée, que vous l'écoutez, il finit par se calmer. Bon, alors je comprends bien qu'il y a de la contention. Plus il y a des chambres de contention, plus elles servent, moins il y en a. Alors évidemment, c'est les moyens. Toujours on me répond, c'est les moyens. Mais c'est assez difficile pour moi. Et puis alors, je tiens à dire quand même que les espaces éthiques, ils sont assez rejetés chez moi. Ils sont assez rejetés parce qu'on n'y est pas, oui, je le dis, chez nous, c'est la FNAPSI, voilà. Ils sont assez rejetés chez moi, la FNAPSI, la Fédération nationale des associations d'usagers des psychiatries, pour ceux qui... Patients, on reprend patients maintenant. Ils sont assez rejetés parce qu'on n'y participe pas. Et l'espace éthique à Sainte-Anne, il n'y a pas de représentants des usagers, ni des patients, ni des familles. On accepterait à la grande rigueur qu'il y ait des familles, puisque dans l'Ain, le lieu dont vous avez parlé, dans l'Ain, eh bien, c'est une famille qui a alerté. Moi, j'ai écrit à la ministre il y a 10 ans dans l'Ain, quand j'ai visité cet hôpital pour intervenir, j'ai dit, il y a un dysfonctionnement, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne m'a jamais répondu. Bon, là, je suis contente et on a même porté plainte. On est les seuls à avoir porté plainte avec le groupe, le CRPA maintenant, qui suit le groupe Information Asile, qui nous a suivis. Nous, on a porté plainte surtout pour qu'il y ait un électrochoc et qu'on réfléchisse bien que ce ne sont pas les gens qui soignaient qui sont responsables, mais tout un fonctionnement, ou plutôt un dysfonctionnement de l'institution. Je voudrais qu'on respecte les gens qui étaient dans ce service. Je voudrais qu'il y ait vraiment une réflexion pour pouvoir avancer sur ce sujet-là. Voilà. Bon, je suis désolée, c'est un coup de cœur, vous le prenez comme c'est. Monsieur Bokovza, c'est à vous. Comme ça, on va faire notre tour de table, tout va s'installer, on va pouvoir débattre. Tout d'abord, je voudrais remercier Madame Hazan parce que vous avez mis sur le tapis un très grave problème de notre pays. Et je n'ai pas l'habitude de remercier ceux qui me connaissent, les hommes politiques, mais là, vraiment, merci. Ça venait au moment où le collectif des 39 avait sorti un appel qui s'intitulait non à la sangle qui attache tue le lien qui soigne. Voilà. Et qui a eu 10 000 signatures depuis qu'il a sorti l'année dernière. Cet après-midi, je causais avec une amie brésilienne très au fait de la réforme psychiatrique au Brésil, et très importante réforme, et je lui demandais, il y a des contentions au Brésil? Elle me dit oui. Je crois qu'il y en a encore un peu. Je travaille en Tunisie, à l'hôpital de psychiatrie de Tunis, 2000 patients, il n'y a pas de contention. Je crois qu'il faut bien qu'on se rende compte dans quel moment de l'histoire et politique on se trouve pour aborder cette question. Nous sommes un pays où les contentions augmentent.
Voilà, il faut quand même qu'on parle de ce fait, la France, pays des droits de l'homme, alors que d'autres pays, moins développés, dit-on, etc., n'ont pas ces pratiques-là, ou du moins les éliminent progressivement. Que se passe-t-il dans notre pays pour qu'on en arrive là? Je crois que c'est la moindre des questions à se poser. On est tous d'accord pour se dire, c'est barbare. Alors après, on va dire, je vais être barbare pour soigner. Là, vous avez raison, c'est pas possible de tenir une phrase de ce genre. Ce n'est pas un acte thérapeutique, vous le dites aussi. Donc il faut qu'on se pose cette question. Et quand on se pose cette question, il y a plusieurs réponses. Il n'y en a pas qu'une. Une des premières réponses, je crois que vous l'avez énoncée comme ça, c'est la dimension sécuritaire qui envahit notre pays. Elle n'est pas d'aujourd'hui, elle n'est pas depuis les attentats. Hein, elle est quand même très ancienne. Enfin, très ancienne. Elle a un certain temps. Le collectif des 39 s'est créé au moment où le président Sarkozy, en 2008, a assimilé la maladie mentale à la violence. Voilà. Je crois que c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est constitué, nous, en disant c'est une honte, c'est une infamie, c'est une insulte posée à la souffrance psychique que de dire souffrance égale violence. Et si je vous suis sur l'agitation, on en a parlé avant, là, effectivement, en même temps, une crise d'agitation qui est une crise d'une pathologie psychiatrique, appelons-la comme ça, aujourd'hui se transforme dans le langage des soignants même en crise de violence, ce qui n'a rien à voir. Si on dit crise de violence, ça veut dire il faut normaliser la violence, on les met en prison, ceux qui sont violents dans la rue, on les met en prison. Ce n'est pas une crise de violence. Dire c'est une crise de violence, c'est reprendre à notre compte dans la profession un discours politique qui est dramatique au niveau du sécuritaire, qui confond le sécuritaire et la sécurité de base auquel tout citoyen doit avoir droit. La sécurité de l'accueil, de la naissance, d'avoir un toit, d'avoir de l'eau gratuite, etc. Et un hôpital psychiatrique devrait pouvoir offrir cette sécurité de base à un patient qui va mal. Et qu'est-ce que c'est qu'une sécurité de base pour un patient qui va mal? Eh bien, c'est beaucoup de choses, c'est très compliqué, c'est très complexe, mais au moins qu'on se pose cette question. Comment accueillir quelqu'un en souffrance et ne pas lui infliger la double peine? Parce que le mettre en contention, c'est une double peine. Sachons bien que c'est une double peine. Si on pose la question de comment accueillir un patient qui est qui a peur, souvent ceux qui font peur, n'oublions jamais que ceux qui font peur ont peur en premier. Ils ont peur. Et si nous, on répond par une réaction coercitive, naturellement, la peur va être grande. Qu'est-ce qui se passe dans un service de psychiatrie aujourd'hui? Pourquoi en arrive-t-on là? Pour moi, il y a trois raisons. Il y en a plusieurs pour qu'on y aille. La première, c'est la conception de la maladie mentale. Ce serait un long débat. Mais si on a une conception de la maladie mentale ou de la souffrance psychique qui est que le symptôme qui nous paraît parfois inhumain, quand on dit mais il se fracasse la tête contre un mur, mais c'est inhumain. Il se jette dans l'escalier, c'est impossible. Il veut me frapper, qu'est-ce que c'est? Si on considère que ce symptôme-là ne fait pas partie de l'humanité de l'homme, et que c'est uniquement quelque chose à abraser comme inaudible, alors là, les chambres de contention seront complètement suffisantes. Mais si on considère que ce symptôme, dans l'urgence, fait partie de l'humanité de cet homme-là, qui n'a pas d'autre façon de s'exprimer à ce moment-là que par ce biais-là, et que la position d'accueil, d'écoute, est indispensable, mais comment accueillir et écouter quand au niveau de la formation des infirmiers aujourd'hui, par exemple, on ne traite plus, Serge Klopp m'en a parlé au téléphone à l'instant, qui est un cadre infirmier à Maison-Blanche, on ne traite plus comment on accueille un patient agité, comment on accueille un patient violent. Et voilà comment, dans le milieu même, on reprend les mots du système social qui viennent effectivement aggraver la représentation classique, traditionnelle, de la question de la folie dangereuse. Deuxièmement, donc la formation, les moyens.
Ce n'est pas les hommes qui sont en question, ou les femmes qui travaillent. Je suis très clair avec ça. Ils sont aux prises aussi avec un système qui fait que se mettre à parler... Vous savez, quand on se met à parler dans un groupe de travail, c'est plus comptabilisé maintenant comme temps de travail. Exemple, les protocoles... Excusez-moi, j'ai fini. Bon, donc, conception de la maladie mentale, formation, moyens, sont à mon avis 3 dimensions fondamentales qu'il faut traiter pour pouvoir arrêter avec les contentions physiques un jour dans ce pays. Voilà. Linda, je vous donne la parole puisque vous avez écouté un certain nombre de points. Vous êtes sur le terrain, vous êtes confronté à ces personnes malades qui sont dans des situations qui ont été très très bien décrites. Vous êtes aussi dans l'accueil, dans l'écoute, dans l'hospitalité. Comment vous vous situez par rapport à la question de la contention ? Bonjour à tous. En tant que soignante en psychiatrie depuis 6 ans, j'ai remarqué que cette pratique représente un paroxysme de l'incertitude des pratiques. Si aujourd'hui la contention arrive sur le débat public, c'est tout simplement parce que les soignants eux-mêmes n'ont pas arrivé à trouver une solution. C'est-à-dire que pour les soignants, le thème de la contention est problématique dès la prise de décision. On peut voir qu'il existe une contradiction entre le jugement individuel et les protocoles, empêchant une réflexion sur l'acte. D'un côté, la contention physique peut apparaître comme une évidence pour répondre à une violence, ou plutôt, je dirais, l'agitation d'un patient. Et d'un autre côté, elle montre surtout une forte incertitude qui pèse sur la décision. En effet, la contention semble de prime abord indispensable. Pourtant, une réflexion sur les alternatives montrerait que d'autres solutions paraissent plus adaptées, comme la psychothérapie institutionnelle ou le packing. Si la contention peut sembler un mal nécessaire, dans la pratique, elle reste une expérience traumatisante aussi pour les soignants. Elle va à l'encontre de leur idéal professionnel. Mais les professionnels la justifient par une nécessité de canaliser la violence du patient vis-à-vis d'autrui et de lui-même. Il existe un débat chez les soignants autour de la légitimité de la contention. S'agit-il d'une mesure sécuritaire ou un acte thérapeutique ? La réponse demeure ambiguë. Les soignants semblent y voir autant un acte de soin et de sécurité. Le point de vue des soignants sur la réalité de la contention par ces derniers vont fortement dépendre de la culture d'établissement, voire des services où ils exercent. Une structure peut alors estimer que la pratique de la contention physique n'est pas un acte thérapeutique et ne constitue pas un mal nécessaire et qu'il faut privilégier les alternatives pour réduire cette pratique à néant. Au contraire, d'autres établissements auront une approche plus théologique et vont considérer que la contention physique s'impose dans certaines circonstances et peut même avoir quelques vertus thérapeutiques, en plus de sa dimension sécuritaire. Les lacunes de la législation encadrant la pratique de la contention favorisent ces disparités entre les établissements. Il reste très difficile de connaître le point de vue des soignants sur la contention, car comme le souligne le psychologue et psychanalyste Dominique Bourdin, la contention est un sujet tabou, douloureux et culpabilisant pour les soignants. Même en tant que professionnel du secteur, j'ai eu de grandes difficultés à obtenir des entretiens sur ce thème, dans le cadre de mon mémoire de master. Pour les soignants, il s'agit d'une difficulté de poser des mots sur les mots. Pour l'institution, ce tabou se traduit par une impossibilité de connaître et de comprendre la réalité de la pratique de la contention dans les établissements psychiatriques français. Il faut toutefois souligner que la parole commence à se libérer peu à peu, mais il reste toutefois un travail important à faire. La pratique de la contention montre aussi que le soignant est moins bien armé face aux patients. Un savoir-faire disparaît. Les plus anciens savent mieux gérer les situations pour faire en sorte de ne pas avoir à recourir à la contention, ce que les plus jeunes parviennent difficilement à faire. En effet, il existe des procédés simples comme des vêtements amples des infirmiers pensés pour amortir les coûts. Toutes ces techniques aujourd'hui oubliées font partie des savoirs des anciens infirmiers du secteur psychiatrique.
Chaque patient était appréhendé comme un monde dont il fallait posséder la clé. En 1992, le diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique disparaît. Cette dégradation du niveau de formation des soignants n'est pas sans rapport avec la hausse constatée de la pratique de la contention qui avait parfois disparu dans certains établissements. Les soignants vivent d'autant plus mal la contention physique qu'ils se sentent pas assez soutenus par l'institution psychiatrique. Ce traumatisme semble se renforcer en raison d'un comportement des patients qui s'avérerait plus violent que par le passé. Les soignants se trouvent en première ligne et ont l'impression de ne pas recevoir l'appui nécessaire. Par exemple, les infirmiers et les surveillants déplorent un désengagement des psychiatres. Ils estiment que les personnes hospitalisées ne sont pas assez régulièrement reçues en entretien médical. Les soignants considèrent parfois que les médecins auraient une connaissance superficielle des patients, entraînant une prescription inadaptée, une mauvaise évaluation de la dangerosité de certains patients. Le manque de soutien institutionnel se traduit aussi par un manque d'effectifs et de moyens. La hausse de la contention et de l'isolement s'explique alors par un manque de temps à consacrer aux patients. Il faut également évoquer la féminisation des équipes qui diminue la capacité physique des soignants à contenir le patient. La contention physique devient donc de plus en plus traumatisante pour les soignants. Les patients deviennent de plus en plus violents. Les professionnels semblent intellectuellement moins bien armés pour mener une réflexion sur leurs pratiques. Et l'institution n'apporte pas un soutien appuyé pour les aider à affronter cette situation dans de bonnes conditions. Il faudrait alors réussir à briser le tabou pour poser des mots sur les mots et trouver collectivement des solutions. Je vous remercie. Merci. Alors Éric Favreau, on sent qu'elle a des collègues dans la salle, ça ne trompe personne. Vous pourrez encore l'applaudir tout à l'heure. Alors Éric, ce qui est intéressant, c'est d'apporter maintenant, non pas une synthèse par rapport à ce qui s'est dit, mais de tirer un certain nombre d'éléments de fond. On a vu que c'est une dimension politique importante, ce qui justifie notre débat, qui a des considérations d'ordre professionnel, d'ordre aussi institutionnel, organisationnel. Il y a des mentalités comme ça qui se sont insinuées dans certaines pratiques, une certaine technicité. On a vu à travers l'intervention d'Hervé Bokobza aussi la critique qu'il fait d'une certaine forme de renoncement à ce qu'est l'esprit même de ce que devait être la psychiatrie dans les valeurs qu'elle portait. Quelle est la première approche? Elle était un petit peu longue, notre introduction, mais c'était intéressant d'avoir ces différents éclairages. Et après, Éric, on va commencer le débat avec vous. Vous ferez des interventions comme vous le souhaitez, plutôt assez brèves, de façon à ce qu'on puisse être interactif, sachant qu'on vous offrira pour les personnes qui voudront s'exprimer plus longuement, la possibilité de vous exprimer par écrit sur le site de l'Espace Éthique. Emmanuel, je vais te décevoir parce que je ne vais pas tout à fait répondre à ta question. Et je voudrais en poser une autre. C'est qu'est-ce qui a changé ces 20 ou 30 dernières années? Pour un journaliste comme moi qui suit la psychiatrie, c'est invraisemblable ce qui s'est passé. Il y a 20 ou 30 années, il n'y avait pas une chambre d'isolement. Les seuls lieux de contention, c'était dans les quelques rares unités de malades difficiles ou dangereux. 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard, il y en a partout. Partout. Pire, cette évolution absolument sidérante, qu'est-ce qu'il a pointé? Il y a eu le collectif des 39, je vais y revenir. Ce ne sont pas les psychiatres. Les psychiatres ne sont pas montés au créneau. Il a fallu attendre qu'une autorité indépendante, comme la contrôleur générale, ou à l'époque le contrôleur, s'en occupe. Les psychiatres, il n'y a jamais eu autant de psychiatres en France dans ces 30 dernières années. Si on regarde, et si on essaye simplement de comprendre, mais qu'est-ce qui a pu se passer? Parce que les gens ne sont pas obligatoirement des bourreaux. Mais quand même, c'est ahurissant. Il y a 30 ans, il n'y avait pas de chambre d'isolement. Aujourd'hui, il y en a partout. Partout. Et le milieu psychiatrique, on l'a bien vu avec le collectif des 39 dont j'ai suivi un petit peu les travaux, le mal qu'ils ont eu à imposer ce thème. Hervé, tu pourrais le raconter de façon comment dirais, non formelle. Il a fallu l'imposer. Ce n'était pas facile. Et même l'appel que vous avez lancé, vous ne l'avez pas lancé en disant aux psychiatres « je ne ferai plus de contention », mais c'est aux politiques, aux citoyens. Il s'est passé quelque chose d'absolument incroyable, une évolution incroyable, et il n'y a pas. Alors, les quelques réponses qu'on nous met en avant, qu'est-ce qui s'est passé dans ces 30 dernières années? Il y a eu une réduction drastique des lits en psychiatrie. Est-ce que c'est lié? Je n'en sais rien. Une montée en puissance ahurissante des médicaments.
un nombre de psychiatres jamais aussi élevé. On est aujourd'hui, on est au top. On ne peut pas faire mieux en Europe. Partout, il n'y a jamais eu autant de psychiatres. Des évolutions très étonnantes. C'est pour ça que dans l'analyse que vient de faire, et c'est juste pour être un petit peu polémique avec ce que vient de faire Hervé, dans ton analyse, tu oublies quelque chose. Moi, je suis ahuri sur la responsabilité des psychiatres. Qu'est-ce qui signe la contention? C'est le psychiatre. Et on nous répond toujours, attendez, il y a une absence de moyens, etc. C'est un argument ahurissant. Je prends juste un autre exemple. C'est pour ça qu'il y a eu aussi une autre évolution très importante dans ces 20 et 30 dernières années, c'est la montée en puissance des associations de patients dans tous les domaines. Montée en puissance qui a été extrêmement mal vécue par le milieu psychiatrique. Pour quelle raison? Parce que le monde de la psychiatrie à l'époque se disait, c'est nous psychiatres qui défendons le mieux l'intérêt du patient. C'était sûrement vrai, c'est sûrement vrai dans bien des cas. Aujourd'hui, cette question est ouvertement posée. Quand on voit l'état des services, quand on voit ce qui se passe, et que le monde psychiatrique se tait, on est ahuri. Tu t'es félicité à juste titre qu'il y ait eu près de 10 000 personnes qui ont signé. Alors, mais c'est beaucoup, et c'est très peu. Donc voilà, c'est plus sur ça que je voudrais pas attirer l'attention, c'est grotesque, mais je dis, mais qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'on en arrive à il y a 30 ans? Il n'y avait pas de chambre d'isolement, où c'était même obscène. Aujourd'hui, il y en a partout, on trouve ça banal. Et on écoute certaines personnes nous dire, attendez, ça peut être utile, voilà. Et on sort, excuse-moi Catherine, l'expression, ce sont comment on dit, des chambres de soins intensifs. Non, mais je caricature un petit peu volontairement. Quoi, voilà, je voulais plus poser cette question que je trouve étonnante, et en pointant le fait qu'il n'y a jamais eu autant de psychiatres en France aujourd'hui. Merci Eric. Alors chacun pourra s'exprimer. Je vous donne la parole à Lynn Hazan et ensuite on va discuter avec les gens qui sont présents. Merci, oui, moi je voulais redire 2-3 mots après ces interventions. Moi justement c'est une question que je me suis posée quand j'ai commencé à visiter des établissements psychiatriques, c'est pourquoi, ce qu'Éric Favreau dit, pourquoi ces chambres d'isolement et où on pratique de la contention n'existait pas ou existait en nombre quasi, enfin en tout cas très faible, et pourquoi ça a augmenté. Et de visite en visite, à chaque fois que je pose ces questions, j'ai des réponses. D'abord, personne ne sait d'abord, et quand on creuse, on a des réponses qui sont tout aussi diverses que ce que vous avez dit les uns et les autres, c'est-à-dire manque d'effectifs. Toutes peuvent peut-être jouer d'une façon microscopique, mais quand on les ajoute, ça donne ça. Manque d'effectifs. J'ai entendu, vous dites, de plus en plus de moyens thérapeutiques, enfin de médicaments. Moi, j'ai entendu certaines explications qui m'ont surprise, encore il n'y a pas très longtemps. C'est les médicaments qu'on donnait il y a 10 ou 20 ans étaient beaucoup plus forts. On m'en a cité, j'ai plus le nom en tête, mais vous devez les connaître. En 1 minute, le patient se calmait, mais on s'est aperçu qu'il pouvait y avoir des risques cardiaques, alors on les a supprimés, ils ont été interdits, heureusement, parce que si ça devait susciter une crise cardiaque, heureusement que ça a été interdit, mais c'est sûrement pour ça que les patients s'agitent plus. D'autres m'ont dit c'est la diversité des pathologies. Peut-être que les pathologies sont plus graves maintenant. Enfin, en tout cas, aucune explication convaincante. Et là où je voulais aussi réagir par rapport à la différence de pratique dans les établissements, c'est que, oui, vous avez tout à fait raison, il y a des différences énormes. Il y a même des différences énormes, c'est aussi quelque chose qui m'a énormément frappée, entre chaque service et au sein de chaque service, parfois entre chaque étage. En gros, ça veut dire que chaque professeur, chef de service, fait ce qu'il veut sur ces pratiques-là. Et on voit dans des grands hôpitaux où a priori les pathologies sont les mêmes. Dans tel service, il y en a beaucoup, dans tel service, il y en a un petit peu, et dans tel service, il n'y en a pas du tout. Et ça c'est le chef de service qui l'a décidé. Alors, là, la toute-puissance médicale, elle l'interroge quand même, parce qu'on parle de droit, de liberté, et je trouve, moi, totalement inacceptable que ça puisse varier de façon aussi importante d'un service à l'autre. Si, par exemple, on compare, ce que je fais souvent, toute proportion gardée évidemment, mais vous allez comprendre ce que je veux dire, à ce qui se passe dans les prisons. Évidemment, ça change un peu en fonction des établissements, en fonction du directeur, de l'équipe, etc. Évidemment.
Mais les règles, les textes et donc les pratiques sont les mêmes pour tous. Tandis que dans un hôpital, ça change tellement d'un service à l'autre que ça pose, à mon sens, une question d'inégalité devant l'accès aux soins. Donc ça, je voulais vous le dire parce que ça me semble important. Je voulais rappeler également qu'à ce jour, aucune étude n'a prouvé l'effet thérapeutique de l'isolement ou de la contention. Et moi, ce que je me dis, c'est qu'à l'heure où on fait des études pendant des années pour mettre n'importe quel médicament sur le marché et pour voir s'il est efficace et pas dangereux, il n'y a pas eu la moindre étude qui ait pu prouver que c'était thérapeutique. Et c'est d'ailleurs probablement ce qui a conduit à autre chose que je lance dans le débat, c'est que après beaucoup d'atermoiements pendant le processus législatif et beaucoup de divergences entre les psychiatres, le mot n'est plus prescription, mais décision. Ce qui change quand même beaucoup de choses. D'abord parce que la prescription, c'est un acte médical, la décision, pas forcément. Et puis, entre autres choses, parce que la décision, elle peut être attaquée devant la justice administrative et la prescription, non. Et je crois qu'on peut dire, et je parle sous le contrôle là, des psychiatres, que je sais que le collectif des 39 était pour le mot décision, que la grosse majorité des psychiatres ont été très choqués que le mot décision soit employé à la place du mot prescription. Et ce n'est pas juste un débat de terminologie, hein, ça veut dire beaucoup de choses et ça entraîne aussi des conséquences juridiques. Moi, je voulais redire aussi quand même une chose par rapport à la loi de janvier 2016, c'est que cette pratique qui était très choquante pour les médecins de dire isolement et contention, entre guillemets, si besoin, ça ne pourra plus se faire. Et ça, c'est quand même un progrès important. Et que le médecin qui l'aura décidé, il devra non seulement l'écrire dans un registre qui sera traçable, et il devra aussi, alors bien sûr, écrire la durée, etc., mais écrire aussi tout ce qu'il a fait pour éviter d'en arriver là. Donc c'est quand même des choses qui sont intéressantes. Et ce qu'il faut savoir aussi, et je m'arrête après, c'est que malheureusement, cette loi, d'abord, elle n'est toujours pas appliquée parce que la circulaire d'application n'est toujours pas sortie. Je dis au passage qu'il n'y avait pas besoin d'une circulaire d'application, elle était d'application immédiate. Mais bon, on peut considérer que c'est intéressant qu'il y ait une circulaire qui explique aux hôpitaux comment faire. Mais moi, ce que je vois dans les visites que je fais, c'est que certains établissements se sont mis en ordre de bataille, certains d'ailleurs le faisaient avant, le registre, etc. Et d'autres connaissent à peine la loi encore et ne se sont absolument pas mis en ordre de bataille pour appliquer une loi, alors que cette loi va changer énormément de choses dans les pratiques, sur le fond et dans l'organisation quotidienne, évidemment, de chacun des services. Immense merci pour ces éclairages. Nous, on dit souvent à l'espace éthique qu'il ne faut pas confondre l'arbitrage et l'arbitraire. Et en fin de compte, faute d'arbitrage, on est souvent dans l'arbitraire. Et donc, c'est intéressant, effectivement, dans les textes qu'il faut écrire, rédiger, la justification, c'est l'argumentation qui est importante.